D12. D12 de Pierrot Attiobé sur 105.5. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous au D12. Le rendez-vous dominical de ce jour va nous permettre à nouveau de parler du Togo. Le Togo, c'est la suite de la session des Nations Unies consacrée à la torture. Les recommandations du comité sont connues. Elles font suite au rapport du gouvernement, au rapport alternatif des ONG, associations, aux questions des rapporteurs et aux réponses des délégués gouvernementaux à Genève. Que retenir de ces recommandations? Quelles sont leurs portées? Feront-elles reculer la pratique de la torture dans les lieux de détention au Togo? Les questions que soulèvent les recommandations des Nations Unies tombent en plein débat sur la liberté de manifester au Togo. Depuis le milieu de la semaine, les manifestants n'ont plus toute leur liberté pour manifester dans le pays. La révision de la loi Bodiona portant manifestation publique pacifique au Togo restreint le droit à la manifestation. C'est la conclusion qui revient dans les commentaires des défenseurs des droits de l'homme. Amers, déçus et parfois très remontés, certains n'hésitent pas à se lancer dans des comparaisons avec la Corée du Nord. En réalité, les révisions de cette semaine interdisent-elles réellement les manifestations au Togo? Dans le camp du pouvoir, on explique les nouvelles dispositions. Il s'agit d'adapter cet instrument juridique au contexte de nouveau marqué par des menaces terroristes dans la sous-région et aux portes de notre pays, assure le ministre de l'administration territoriale. Son collègue de la sécurité n'est pas resté les bras croisés cette semaine. Yak Damhan a présenté de nouveaux chiffres à la presse. 354 morts dans 3178 accidents en 7 mois. L'exercice est connu. Les routes du Togo restent d'importants couloirs vers la mort. Mais comment freiner les véhicules et donner plus de chance au code de la route? Une solution des autorités porte sur l'entrée en vigueur à partir du 20 septembre prochain d'un permis de conduire pour les motocyclistes. Les détenteurs des engins à 2 roues suivent-ils déjà les cours pour obtenir le permis durant cet intervalle? La mesure sera-t-elle appliquée sur l'ensemble du territoire national puisqu'à l'intérieur du Togo, tous les motocyclistes ne connaissent pas encore les plaques ni les casques pour s'offrir le précieux permis? L'intérieur du pays est concerné ces derniers jours par des élections municipales partielles. Les invités du jour sont de la société civile, Maître Ato Mensan, avocat au barreau du Togo, inscrit à la CPI et coordonnateur de Panel Watch, et Godwin Eche, directeur exécutif du CFCDH. Les numéros de l'émission sont 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. L'émission est mise en onde par Omaric Freitas. Chers invités, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. Tout d'abord, la libération de Ouro Dikpa Tchatikpi, il est le conseil spécial de Tikpi à Tchadam. Cette libération est intervenue ce samedi à la surprise un peu de tout le monde. Est-ce que c'est l'effet de Genève ou c'est l'effet Tabaski, maître? Bonjour Pierrot. Merci de m'avoir invité pour la première fois à votre émission et c'est un bonheur de retrouver votre studio, de voir vos studios puisque j'étais là lorsque c'était en construction. Donc c'est vraiment un plaisir d'être associé à ce projet de Pyramide FM. Pour revenir à votre question, je pense que c'est l'effet des deux. Des deux parce que vous savez, à chaque retour d'émission d'examen du gouvernement de Genève ou de New York ou de Banjul, il y a toujours un effet, un truc symbolique que l'on fait pour dire que voilà, nous avons entendu les recommandations, nous avons tiré les leçons de ce qui nous a été dit. Et donc, de façon coïncidente, il y a la Tabaski. Donc, on voulait en même temps faire un signal aux experts des Nations Unies que nous avons entendu ce que vous nous avez dit à Genève. Et puis, on voulait permettre à ce monsieur bon pratiquant de pouvoir fêter l'Eïd au sein de sa famille. Donc, on peut parler d'opportunisme alors? Oui, et au-delà, ce que moi je vois, c'est qu'il ne faut pas aussi, c'est bien qu'ils soient libérés, qu'on ait écourté ces souffrances, d'autant plus que, selon les informations, ils seraient détenus au SCRIC, ancien SRI, dont on a beaucoup parlé à Genève, et qui manifestement n'avait pas le mandat d'intervenir un peu dans le cadre des manifestations, comme la situation dans laquelle M. Ouro Dikpa a été arrêté.
Mais au-delà de ça, ce qu'il faut voir, et un peu à la suite de Maître Atto, c'est qu'il ne faut pas qu'on donne l'impression qu'on peut arrêter n'importe qui à tout moment et que, voilà, le lendemain ou un jour, cette personne soit libérée et la vie continue. Dans un état de droit, je pense que quand on arrête quelqu'un, c'est pour des motifs sérieux. Et la procédure doit être sérieuse. Et c'est selon cette procédure que la personne doit être libérée. Donc, c'est une situation aussi d'insécurité pour les citoyens que nous sommes, que d'être arrêté, que voilà, pour je ne sais quelle raison, on puisse libérer la personne comme ça et la vie continue. Donc, c'est dire qu'il faut creuser ces trucs et pour le citoyen qu'il ait ces droits qui ont été violés, que ces droits, que justice soit faite pour lui, si jamais il n'est pas coupable des charges qui ont été retenues contre lui. C'est vrai que ces dernières années, plusieurs personnes ont été arrêtées et puis certains ont été libérés par la suite. Est-ce que vous avez l'impression que c'est devenu quand même une coutume, une tradition finalement au Togo, que des personnes soient arrêtées et puis certains libérés et puis il n'y a plus de suite visiblement pour ce qui concerne un certain nombre de personnes? Oui, il faut voir le problème à deux niveaux. C'est déjà une bonne chose qu'ils soient libérés, parce que être dans les contraintes de la détention est une chose qu'on ne peut même pas souhaiter à son ennemi. C'est déjà une bonne chose qu'ils soient libérés. Et le deuxième niveau de réflexion, c'est poursuivre, comme l'a dit Godwin, voir si il faut continuer par arrêter les gens, les priver de leur liberté pendant un moment et puis les libérer en leur disant voilà, c'est votre cadeau, vous pouvez retourner dans votre famille et mener une petite vie. Ce n'est pas toujours facile et on ne peut pas continuer par arrêter les gens, à leur imputer des faits qui sont à la limite fantaisistes, imaginés, et puis après un jour dire, parce que nous n'avons pas la culture des dommages-intérêts pour détention abusive ou arbitraire dans notre pays. Lorsque vous êtes détenu sans que vous ayez été soumis à la procédure qui a établi votre culpabilité ou votre innocence et qu'on vous libère, vous êtes en droit d'engager une procédure contre l'État pour vous avoir maintenu, privé votre liberté pendant un moment et de demander réparation. Si l'État vous a arrêté et vous a libéré, l'État a l'obligation de continuer la procédure et de faire établir par la justice. Mais le débat qui se pose, c'est également le débat de l'indépendance et de l'impartialité de la justice à ce niveau. Si vous avez été arrêté dans des conditions comme celles dont on parle par rapport à M. Ouro, et qu'on juge utile de vous dire, bon, on vous avait détenu parce qu'on avait, on avait des éléments contre vous, maintenant les éléments ont disparu, vous pouvez être libéré. Mais il faut quand même qu'on rende compte de la raison pour laquelle on vous a privé de votre liberté pendant 24 heures, pendant des jours, pendant des semaines. Il ne faut pas laisser, il faut également qu'on envisage cet aspect de la chose pour que ces arrestations arbitraires et abusives ne continuent par sévir dans notre pays. Je l'ai dit tantôt, cette libération du conseiller de Tipi Achadam est intervenue à la suite de recommandations adressées par le comité contre la torture au Togo. Et avant d'arriver au contenu de ces recommandations-là, nous allons faire un peu de pédagogie puisque beaucoup de littérature avait été produite depuis que le Togo a été amené à se présenter à Genève. Nous allons faire cette pédagogie-là. Comment se met en place en réalité le mécanisme qui permet finalement à un État d'être à Genève? Oui, donc l'examen duquel notre pays revient, c'est l'examen devant le comité contre la torture. Le comité contre la torture étant lui-même un des mécanismes onusiens de protection des droits de l'homme. Et comme le nom le dit, examen, ça inclut donc que des sujets, et ici il s'agit des États, soient soumis à un processus d'évaluation. Mais ils sont évalués sur la base de quoi? Donc ils sont évalués sur la base d'un instrument auquel eux-mêmes ils ont déjà ratifié. Et typiquement pour le comité contre la torture, le document donc qui est la base de cet examen, c'est la convention contre la torture que notre État a ratifiée. Il a ratifié cette convention ou ce traité en même temps ou bien avec d'autres traités aussi au niveau des Nations Unies. On en dénombre au moins 9
principaux traités au niveau des Nations Unies. Et donc, ce traité auquel le Togo est parti, qui est la Convention contre la torture, prévoit un certain nombre de dispositions et donc des obligations que nos États doivent respecter. Et si le Togo met en œuvre ou bien respecte, applique les dispositions de la Convention, il lui est demandé périodiquement de présenter les efforts qui ont été réalisés en ce qui concerne la mise en œuvre de cette Convention et les défis qui restent à relever. Et donc, le Togo a participé pour la 3e fois à cet examen devant le comité contre la torture où une analyse a été faite de ce qui a été produit en termes d'efforts et des observations ont été faites sur les défis, les lacunes. Et un élément que je voulais rappeler aussi rapidement, c'est que c'est un processus qui ne concerne pas seulement l'État, même si c'est l'État qui est le sujet principal. On donne la possibilité à ce qu'on appelle les autres parties prenantes. Et dans ces parties prenantes, nous avons la société civile. Et c'est donc sur ce mandat que nous pouvons aujourd'hui parler ou bien participer à cet examen. On a constaté que la présence même du Togo à Genève a été saluée par les experts. Et ça dit que certains États refusent de répondre. Certains États refusent de répondre. Mais c'est la Convention elle-même qui inclut l'obligation de se soumettre à cet examen. Donc, certains États, pour des raisons politiques, pour des raisons idéologiques, refusent parfois de répondre aux obligations de cet examen en se disant peut-être que c'est sous l'ancien régime que la Convention a été ratifiée par l'État, mais le nouveau régime ne trouve pas utile d'aller répondre de ces actes en évoquant la souveraineté, l'indépendance et tout ça, et en considérant que ce comité ne répond pas à la philosophie, à l'idéologie de l'État. Mais la sanction qui tombe, c'est la sanction d'être écarté de la communauté internationale, de ne pas pouvoir bénéficier d'un certain nombre de choses de la part de l'ONU. À la limite, c'est une sanction morale et une sanction politique. On n'a pas d'autres contraintes contre l'État qui refuse de se soumettre à cet examen. Vous avez déjà été à plusieurs sessions des Nations Unies. Quelle est votre conclusion en réalité dans ces rapports que la communauté internationale entretient avec les États partis? D'abord, moi j'ai eu la chance de siéger à la Commission nationale des droits de l'homme pendant 2 mandats. Ça m'a permis d'assister aux examens, à l'examen périodique universel, d'assister également à cet examen au niveau du comité contre la torture. J'ai également assisté à l'examen au niveau du comité pour les droits de la femme. Donc j'ai eu la possibilité d'être dans la délégation de la Commission nationale des droits de l'homme. D'abord, avant, j'y étais en tant que membre de la société civile. Ensuite, lorsque j'ai siégé à la commission, j'ai été à la limite. Je crois qu'il faut reconnaître qu'à un moment donné, quand on a une fibre droits de l'homme liste, on a l'impression qu'on assiste à une théâtralisation des droits de l'homme. Et avec son lot de protection des intérêts divers, des intérêts stratégiques, les experts des Nations Unies sont des hommes. Ils peuvent être soumis à toutes les tentations ou on peut même les approcher pour les solliciter, pour leur promettre des missions d'expertise au niveau de l'État, des missions d'expertise pour le compte de l'État et tout ça. Et tout ça me paraît assez théâtralisé. Et à la limite, moi, je n'y crois pas trop parce que quand vous voyez les recommandations qu'on nous a faites, ce sont des recommandations qui datent du temps où moi j'étais déjà à la Commission nationale des droits de l'homme. Je rappelle que j'ai porté pendant longtemps au sein de la Commission nationale des droits de l'homme le mécanisme national de prévention de la torture. Donc on a encore fait des recommandations. J'ai porté un certain nombre de choses sur l'indépendance de la Commission nationale des droits de l'homme. On en a encore parlé. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'eau qui a coulé sur le pont. Il y a un certain nombre d'avancées que le comité, on reviendra là-dessus, à relever. Mais quand on voit, à la limite, ces 10 dernières années, comment les choses se passent, c'est que les intérêts des États commencent par prédominer sur l'intérêt, parce que l'ONU est de plus en plus le machin dont a parlé le général de Gaulle, sur les questions des droits de l'homme. Au Togo, nous avons un gouvernement qui a présenté un rapport et puis il y avait aussi les associations qui ont présenté ce qu'on appelle un rapport alternatif. Et qui est habilité en réalité à présenter les rapports en ce qui concerne les associations et ONG?
Oui, je crois que il y a plusieurs types de documents et je voulais insister sur deux principaux documents. Pour chaque examen, il faut le rapport de l'État. Ok. Et ça, c'est l'État en tant que institution qui présente ce rapport. C'est le rapport officiel de l'État. Mais au même moment, la possibilité est donnée aux autres parties prenantes de fournir eux aussi des documents. Donc des informations complémentaires. Vous savez, les agences du système, les agents des Nations Unies, certaines ONG internationales qui ont des informations complémentaires sur la situation dans le pays. Il arrive eux aussi d'envoyer des informations. Mais pour les organisations de la société civile ou les ONG nationales que nous sommes, nos informations sont centralisées dans un document qu'on appelle rapport alternatif. Donc, la logique, c'est un document qui complète les informations qui sont dans le rapport de l'État. Au cas où des précisions n'aient pas été données sur certains cas, au cas où certains aspects n'aient pas été mis en exergue, nous avons, société civile, nous avons cette possibilité de fournir ce qu'on appelle le rapport alternatif. Et autre information, peut-être avant de m'arrêter, c'est que ces rapports ne sont pas faits souvent en l'air. Avant même l'examen, il y a ce qu'on appelle la liste des questions. Donc, c'est-à-dire que le comité, sur la base des anciennes recommandations, sur la base des évolutions, de l'évolution de la situation, selon ce que l'État a dit, le comité met l'accent sur un certain nombre de sujets sur lesquels il souhaiterait avoir plus d'informations. Donc, les rapports qui sont envoyés souvent sont, entre guillemets, des réponses aux préoccupations du comité. Et donc, vous allez voir, si vous analysez un peu les différents rapports, que ça dit souvent presque la même chose, mais avec quelques nuances, avec quelques précisions. Ma question, pour être plus précis, c'est qu'à Genève, on a eu un certain nombre d'associations du Togo qui étaient là. Mais il y a certaines associations du Togo qui étaient restées à Lomé au Togo. Et je voudrais comprendre, est-ce que c'est le gouvernement, par exemple, qui a choisi des associations qui doivent être là-bas? Est-ce que c'est de leur propre chef que des associations se sont constituées pour produire les rapports et se rendre à Genève? Alors, c'est simple. Comme je l'ai dit, le gouvernement fait son rapport. Mais pour les ONG, le système est ouvert à toutes les ONG. Voilà. Donc, on ne choisit pas l'ONG qui doit participer. Le système est ouvert. Maintenant, tout dépend des moyens dont vous disposez et de l'appui que vous avez reçu de la part de vos partenaires techniques et financiers. Tout dépend de ces informations, tout dépend de ces éléments. Et nous, par exemple, pour ceux qui ont participé, pas seulement le CDFDH ou le Panel Watch, mais les autres structures, à ma connaissance, ils l'ont fait avec l'appui de leurs partenaires. À notre niveau, c'est un peu le PNUD, le Centre pour les droits civils et politiques, OSIWA. Ce sont ces partenaires qui vous donnent à la fois l'expertise et les moyens financiers pour y participer. Ce n'est pas le gouvernement qui fait une liste des ONG. Mais autre élément aussi, même si c'est 2 ONG ou 3 qui soumettent des rapports alternatifs, il faut savoir que le processus prévoit qu'en interne, ces rapports ces informations soient collectées, centralisées par un plus grand nombre de structures ici à Lomé. Et donc, il y a plusieurs ateliers qui se font pour que les ONG qui n'ont pas le moyen de faire le voyage sur Genève puissent donner leur contribution. Donc, généralement, ce sont des rapports qui prennent en compte les préoccupations de la majorité des acteurs de la société civile, même si certains n'ont pas le moyen de participer à la session à Genève. Moi, je peux ajouter que dans le temps, vous savez que je suis de plus en plus loin de tout ce qui concerne ces histoires de droits de l'homme. Dans le temps, nous mettons en place une plateforme, pas dans le sens de WhatsApp, mais une plateforme des associations de la société civile pour recueillir toutes les observations. Et on met en place un comité de pilotage qui rédige le rapport que nous adoptons, sur lequel nous travaillons au niveau des ONG, avant d'envoyer à Genève. Ce qui veut dire que nous sommes tous répondants du rapport alternatif qui est envoyé à Genève. Mais comme il le dit, ceux qui n'ont pas les moyens d'envoyer des représentants ou d'être accrédités, parce qu'il faut également être accrédité pour avoir le visa et tout ça. Et donc, le plus souvent, ce n'est pas, de toute façon, pour vous rassurer, ce n'est pas le gouvernement qui choisit les associations. Dans le temps, le gouvernement peut également choisir des associations qui vont les appuyer.
qui vont dire que le rapport du gouvernement est assez étoffé. Mais je donne un exemple. Lorsque il s'est agi de la fermeture de l'ANR dans le temps, parce que vous savez qu'il y avait un centre où on estimait qu'on torturait les gens. Je crois que c'est les ONG qui ont démontré avec le rapport de M. Novak, Manfred, qui était le rapporteur spécial des Nations Unies pour la torture, qui a fait une visite ici, qui a écouté les organisations de la. J'ai eu le privilège d'avoir été reçu par lui. Et d'ailleurs, j'étais allé le voir en Autriche lorsque je travaillais sur le mécanisme de prévention de la torture. Et donc, ce sont tous ces rapports-là qui sont contenus dans le rapport alternatif. Mais je souligne également que le gouvernement, je ne sais pas pour quelle raison, recrute à grands frais un expert en rédaction de rapports qui assiste le gouvernement, qui met en place un comité interministériel pour rédiger son rapport et fait venir un expert étranger qui ne connaît même pas les réalités de notre pays pour les aider à rédiger un rapport, alors qu'il y a des gens sur le terrain qui peuvent les aider et qui peuvent collaborer à ça. Donc vous voyez que le rapport alternatif est un travail qui relève des associations qui militent effectivement et sincèrement sur les questions des droits de l'homme. Ce ne sont pas les organisations qu'on crée pour faire du nombre et pour faire du tapage autour du projet. Je ne sais pas si vos confrères ont été également de la partie, parce que dans le temps, nous, quand on partait à Genève, il y avait des journalistes qui étaient également du ressort du gouvernement qui partaient pour relayer un peu les informations de l'exécutif. Il faut dire quand même qu'à Genève, il y avait eu beaucoup de journalistes qui étaient là. Mais vous aviez lâché quand même un mot là, en ce qui concerne les droits de l'homme, de la théâtralisation. Vous avez été à Genève pour la première fois à cette session consacrée à la torture. Est-ce que vous avez eu cette impression-là? Oui, d'abord, c'est un processus d'abord utile. Utile en ce sens que, avant même de répondre à votre question, je vais vous donner un exemple assez précis. La dernière fois, dans les informations que l'État a fournies, on disait par exemple que depuis l'adoption du nouveau code pénal, qui remonte à 2015, des plaintes pour torture n'ont pas été déposées. Vous voyez, c'est aussi simple. Mais c'est à travers les compléments d'information des ONG présentes qu'on a pu relever qu'il y avait des cas qui avaient été déposés, mais qui n'ont pas été instruits. Donc, c'est à la fois utile comme exercice que les ONG puissent participer et qu'ils puissent mettre souvent en exergue les insuffisances, les oublis ou les négligences. Maintenant, ce qui concerne la question de la théâtralisation, la plus grande limite de ce processus, c'est que c'est un processus diplomatique. Ouais. Et même, on aurait pu dire qu'il y a eu une évolution au niveau du comité. Parce qu'à part les examens devant les comités, il y a les examens périodiques universels dont Maître Atto a parlé, et où les États ont moins de contraintes par rapport au comité. Mais même au niveau du comité, ou bien des comités, l'impression c'est que, bon, finalement, on formule des recommandations, on fait des observations, et la preuve, c'est que ces recommandations qu'on a aujourd'hui, Maître Atto le disait tout à l'heure, ce sont des recommandations qui sont déjà revenues à l'avant examen, à l'examen dernier, et qui sont revenus peut-être dans des mots différents. Mais le problème, c'est que le résultat n'est pas exactement ce qu'on attend, malheureusement, même si on ne va pas dire pour autant que c'est un examen ou bien c'est un processus quasiment inutile. Je voudrais quand même ajouter, je ne pense pas que ce soit un examen inutile. Tout ce que l'on entreprend pour les droits de l'homme, quelle que soit la force des intérêts stratégiques ou diplomatiques, et il arrive quand même qu'il y a des éclaircies qui permettent, c'est à l'issue de cet examen-là que l'ANR a disparu dans le temps. C'est à la suite de cet examen-là qu'on a fermé un certain nombre de choses, qu'on a voulu créer plus de moyens au niveau des prisons, qu'on a mis en place le mécanisme, qu'on a séparé le quartier des femmes, des hommes et des enfants. Donc je crois que c'est toujours utile. Mais quand on est convaincu qu'on pouvait faire mieux, on reste sur sa fin, quoi, en fait. C'est le problème. L'examen a eu lieu à la fin du mois dernier et les recommandations sont là déjà. Est-ce que c'est tôt ou pas, ou c'est dans la pratique et les délais usuels? Oui, puisqu'on envoie le rapport avant, les deux rapports principaux, le rapport
officiel et le rapport alternatif sont envoyés avant. Les experts ont eu le temps de travailler là-dessus et de pré-rédiger les recommandations. Il suffira après l'exercice même physique pendant l'examen de compléter ces rapports, enfin ces recommandations et de les envoyer. Je reste dans le temps. Et puis, dans le système des Nations Unies, on a une certaine lourdeur. On peut se réjouir de la rapidité avec laquelle ces recommandations ont été envoyées. Et comme il a dit tout à l'heure, je l'avais dit au début de l'émission, ce sont des recommandations qui sont vieilles d'un certain nombre d'années, qu'on est obligé de reprendre et comme en changeant des phrases, en donnant plus de précision sur un certain nombre d'éléments. Donc je crois qu'au niveau du Togo, la célérité dont vous parlez est une bonne chose. Vous qui avez déjà été à la CNDH, vous avez là les recommandations en face de vous. Qu'est-ce que vous retenez de ces recommandations? Elles sont les mêmes, mais il faut une volonté politique pour les réussir. Vous savez que lorsqu'on avait voté le code pénal dans le temps et que nous avions, j'étais parmi les experts qui avaient travaillé en atelier sur là-dessus, c'est toujours un privilège d'avoir participé à ce genre de choses. Quand nous avons voulu rendre les crimes de torture imprescriptibles, on avait refusé. C'est à la veille de l'examen périodique universel qu'on a encore réuni l'Assemblée pour faire introduire l'imprescriptibilité des crimes de torture. Et lorsque nous avions également, parce que l'imprescriptibilité pouvait interroger sur la rétroactivité, la non-rétroactivité de cette loi par rapport aux éléments de torture qui avaient été commis. Et il a dit tout à l'heure, on a dit qu'il n'y a jamais eu de plainte pour torture dans notre pays. Il y en avait, il y en a eu. Donc ces recommandations ne sont que un certain nombre de recettes réchauffées des Nations Unies à l'égard de notre pays. Ça prouve qu'il y a de bonnes pratiques qui ont cours dans notre pays, parce qu'il est désormais assez rare que l'on vous torture dans un commissariat ou dans une brigade de police connue. C'est-à-dire que lorsqu'on vous amène à la DPJ, au commissariat central, il est vraiment rare qu'on vous torture. Et aujourd'hui, comme nous, au niveau du barreau, par exemple, nous avons mis en place une permanence, au même titre que le parquet, lorsque le détenu, enfin la personne mise en cause, la personne poursuivie, arrêtée, a le réflexe d'appeler un avocat qui assiste. Donc il y a le recul de torture dans les lieux de détention préventive, dans les lieux de garde à vue aujourd'hui. Mais encore que, il y a eu même des observations là-dessus, encore que la garde à vue elle-même a besoin d'être humanisée et de respecter les délais légaux, il y a quand même un recul sur certains plans où on ne peut plus torturer pour obtenir des aveux. Mais il reste des lieux où on torture en sourdine, il reste des lieux où vous êtes détenu dans des conditions atroces, dans des conditions inhumaines, sans respect des directives du Robben Island sur la question des détentions. Donc, le fait que ces recommandations reviennent prouve que nous avons du travail à faire dans notre pays pour que la torture diminue considérablement. On ne peut pas éradiquer la torture, mais on doit faire en sorte qu'elle diminue de façon... J'ai relevé par rapport... Vous savez, la Commission nationale des droits de l'homme m'intéresse à un haut niveau, puisque j'ai fait partie des 2 mandats, le mandat le plus reluisant où nous avons fait un certain nombre de travail, et notamment le rapport sur les allégations de torture, et le dernier mandat qui a servi à faire des missions de sensibilisation sans donner beaucoup plus de relief au cas pratique. Donc les recommandations qui sont faites à la Commission nationale des droits de l'homme sont des recommandations importantes. Pour finir, moi je crois que ces recommandations, lorsqu'on les fait, on confie leur mise en œuvre à des organisations, à des institutions qui ne sont pas indépendantes vis-à-vis du pouvoir. Il faut que le gouvernement nomme un expert spécial indépendant chargé de la mise en œuvre, de l'état de mise en œuvre de ces observations. Et chaque 3 mois, cet expert rappelle au gouvernement, au ministre de la Justice, au ministre de l'Administration, au ministre de la Sécurité, au ministre des Droits de l'Homme et à la Commission nationale des droits de l'homme. Voilà, nous avons des recommandations sur le sujet de la détention. Il faut que l'État nomme un expert indépendant
qui n'a pas la langue dans sa poche, qui n'a pas peur de se faire acheter ou de se faire intimider. C'est une proposition ou ça fait partie des conventions? Non, c'est une proposition que moi je fais en tant que militant des droits de l'homme, observateur de la vie politique de notre pays. Parce que notre pays est tellement politisé que lorsque nous revenons de ces recommandations, les gens n'ont pas les mains libres ou la volonté de le faire. Et surtout que le chantier Togo est assez vaste. Il faut mettre en place, non pas un comité, quand vous mettez un comité de 2 ou 3 membres, les gens vont se quereller là-bas pour des questions de per diem, pour des questions d'argent de présence, mais un expert d'un haut niveau. Mais un Togolais qui connaît les réalités et qui puisse démontrer son indépendance vis-à-vis de l'État. C'est parce que les recommandations sont faites pratiquement à l'endroit de toutes les institutions. J'étais tenté de dire qu'on demande à la CNDH de le faire, mais la CNDH elle-même n'est pas indépendante en tant que telle. Elle est animée par des gens, des personnes valeureuses, des femmes et des hommes de grande qualité, de grandes compétences, mais qui sont diminués par le fait qu'ils ne sont pas suffisamment indépendants intellectuellement, spirituellement, pour pouvoir faire face à ces genres de choses. Sur les recommandations, qu'est-ce que vous retenez, vous? Oui, je retiens, c'est déjà bien que certains aspects ne figurent plus dans les recommandations, vous savez. Surtout sur le cadre légal, par exemple, c'est bien qu'au moins on ait pu reconnaître que nous avons fait l'effort d'avoir un nouveau code pénal, que nous avons pu faire l'effort de définir la torture en s'alignant plus ou moins sur la définition de la Convention, même s'il y a encore d'autres choses à relever. Mais en ce qui concerne vraiment les sujets de préoccupation, moi je retiens que il est important qu'on ne se borne pas, parce que quand on parle de torture, il n'y a pas seulement, ou bien ce n'est pas seulement la souffrance aiguë qui est infligée à la personne. Ça va avec tout le lot de mauvais traitements, les conditions de détention. Donc il est important aujourd'hui que les gens puissent vivre avec une certaine dignité quand ces personnes sont détenues. Donc c'est un sujet sur lequel le comité est revenu et qui constitue d'ailleurs une priorité sur laquelle l'État doit agir. Au-delà de ça, nous devons reconnaître qu'il faut que le gouvernement donne un signal, ou bien un signe fort. Et ce signe, c'est que les cas, ou bien les allégations qui ont été pendant longtemps récitées, pour ne pas dire chantées. Et quelqu'un disait la dernière fois qu'on ne doit même plus parler d'allégations parce que la preuve a été tellement apportée, mais sur lesquelles il n'y a pas eu de suite et que les personnes sont aujourd'hui encore tranquilles et qui ne sont pas menacées ou bien dérangées par des poursuites. Il faut que ce cas soit enfin traité ou que le gouvernement commence enfin par les traiter. Au-delà de ça, il faut reconnaître aussi qu'il y a eu, avec l'évolution la cristallisation de la crise sociopolitique à partir de 2017, il y a eu plusieurs cas aussi de mauvais traitements lors des arrestations des manifestants. Et il faut que ces cas aussi soient élucidés. L'un des éléments sur lesquels je pense qu'il faut nécessairement qu'on ait du résultat, c'est les instructions qui sont données aux agents qui interviennent. Parce que souvent, quand vous discutez avec les hauts gradés de l'armée, de la gendarmerie, de la police, manifestement, ce sont des personnes qui connaissent plus ou moins ces notions et qui raisonnent, en tout cas de façon acceptable. Mais lorsqu'on va sur le terrain, on voit l'agissement des forces de l'ordre, il y a une grande différence, ou bien on ne voit pas l'instruction, ou bien les notions qui sont données par les hauts gradés, on ne voit pas la suite ou bien l'application de ces instructions dans les interventions des agents qui sont sur le terrain. Donc, il faut qu'un suivi sérieux soit fait et que les auteurs soient véritablement punis lorsqu'il y a de ces abus. Là, vous abordez quand même un aspect important dans les débats dans nos pays, c'est la tradition dans les faits des institutions de sensibilisation reçues notamment et dans les séminaires, durant les formations. Mais je voudrais quand même avoir vos commentaires sur un certain nombre de ces recommandations. J'ai cité quand même ici, j'ai certaines devant moi, fermer par exemple définitivement et sans délai la prison civile de Lomé, concevoir un plan général sur la situation des établissements pénitentiaires. C'est vrai qu'à Genève,
La question des prisons du Togo a fait l'objet de très grands débats et c'est une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle pour les prisons du Togo, cette recommandation? En fait, il faut toujours créer les conditions pour réduire les lieux de détention. Déjà, dans notre pays, nous ne respectons pas la présomption d'innocence. On dit de façon absolue, et dans tous les pays, que la détention est une mesure exceptionnelle. Dans notre pays, lorsque vous avez maille à partir avec la loi, vous avez 90% d'être envoyé en prison. Même pour des délits économiques, pour des délits mineurs, vous avez 90% de malheur d'aller en prison et d'y passer au moins un mois. Parce que le temps qu'on vous ramène devant un juge pour vous écouter, pour qu'il sache que vous avez... Parce que nous, de notre temps au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme, c'est nous qui avons fait abolir les notes de service. Dans le temps, lorsque vous arrivez au tribunal, la note de service est déjà établie. Il suffit de mettre votre nom et le juge du parquet signe et vous êtes en prison. Il faut après vous ramener 2 semaines pour que le juge, le substitut ou le procureur vous écoute pour savoir ce qui s'est passé et il lui est loisible d'ouvrir une information ou de vous envoyer en flagrant délit. À tout le moins, vous êtes parti pour passer au moins 1 mois de détention. Il faut que dans notre pays, que la détention soit une mesure exceptionnelle. Et la loi dit, notre code de procédure pénale dit, que pour que la détention intervienne, il y a un certain nombre de conditions à remplir. On ne les remplit pas. C'est ce qui fait que nos prisons sont gorgées de gens qui sont en préventive. Et pour plusieurs années. Lorsque, au niveau de la Commission des droits de l'homme, nous avons fait des visites inopinées dans certaines prisons, quelqu'un qui a volé un bœuf, voler, ce n'est pas toujours une bonne chose, mais qui est en prison depuis 5 ans sans avoir vu son juge, il purge par la détention la peine que prévoit le code pénal en la matière. Il arrive des situations où on vous dit que vous êtes condamné à 3 ans d'emprisonnement et que votre détention préventive a couvert la peine que vous sortez. C'est anormal. Notre code dit, lorsque vous avez fait la moitié de la peine prévue par la loi, vous sortez immédiatement. Le juge ou le procureur vous met immédiatement en liberté. Le fait de criminaliser un certain nombre d'infractions aujourd'hui fait également que la procédure, et on l'a dit, il faut donner beaucoup de moyens aux juges instructeurs pour pouvoir faire vite les dossiers. Nous sortons des assises. Nous avons des dossiers d'assises où les avocats ne sont pas impliqués. On nous envoie les dossiers lorsque c'est prêt pour être plaidé en assises. Mais comment vous pouvez assister un client pour lequel vous n'avez pas été commis pendant l'instruction ou à tout le moins devant la chambre d'accusation qui envoie la personne devant la cour d'assises. Ce sont tous ces éléments, ces manquements, ces dysfonctionnements qui font que la prison se remplit. Et qu'on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas non plus, parce qu'il faut maintenant avoir une politique criminelle dans notre pays. Il faut établir une politique criminelle et chaque 3 ans savoir ce que l'État veut faire de la criminalité. Mais monsieur Pierrot, aujourd'hui, nous vivons dans un pays où l'élection d'après nous préoccupe plus que les autres choses. En 2018, nous étions préoccupés par les élections municipales. En 2019, nous sommes préoccupés par les élections municipales. En 2020, nous sommes préoccupés par les présidentielles. En 2022, nous allons être préoccupés par les élections. Nous sommes préoccupés dans ce pays par les élections et les autres réalités nous échappent.
Vous voulez dire que la politique prend la première place Énormément. La politique prend énormément la place. Vous savez, on nomme pas des exemples. On nomme un ministre, par exemple, parce qu'il faut qu'il aille répondre aux questions des experts ou de l'ONU. Lorsque c'est fini, et on les débarque, on remet un autre en place. Bon, on peut me nommer, par exemple, parce qu'on sait que je connais le système des droits de l'homme pour pouvoir défendre le Togo là-bas. Et puis, dès que la mission se termine, on m'oublie. Tout est dans la démarche politique. Il y a aujourd'hui, dans un monde mondialisé où l'économie, les questions d'environnement prennent le pas, il n'y a pas que le politique. Il y a à avoir une politique nationale de sécurité, une politique nationale d'environnement, une politique nationale de protection des droits de l'homme. Lorsque moi j'étais au ministère des droits de l'homme, nous avions chaque 3 ans une politique nationale des droits de l'homme. Le ministère des droits de l'homme ne doit pas seulement être un ministère pour aller défendre le Togo devant les instances internationales. Le ministère des droits de l'homme doit concevoir la politique des droits de l'homme de notre pays et le faire adopter par une grande majorité des acteurs des droits de l'homme, la société civile, la Commission nationale des droits de l'homme, le médiateur de la République. Chaque 3 ans, on doit avoir une politique triennale ou quinquennale des droits de l'homme de notre pays et faire chaque fois, à chaque thème, le bilan, le diagnostic pour voir si nous sommes avancés. Nous avons eu la modernisation de la justice dans notre pays. La modernisation de la justice était censée créer des prisons, des lieux de détention, séparer les lieux de prévention, de détention préventive, des lieux d'exécution de la peine. La modernisation de la justice en matière carcérale, c'était ça. J'ai été l'expert qui a travaillé sur la brigade pour mineurs, où on a fait des propositions. J'ai eu l'expertise pour travailler sur la brigade sur mineurs. Nous avons également travaillé sur cette séparation de la préventive, de l'exécution de la peine. Tout cela, il y a eu de l'argent qui a été mis en jeu, il y a eu de l'argent qui a été dépensé, mais il reste à parfaire le mécanisme, le système. Voilà pour ce qui concerne les prisons de Lomé et sans doute de l'intérieur du pays. Parmi les recommandations aussi, il y a ceci aussi qui a attiré mon attention. Libérer toutes les personnes qui demeurent détenues pour avoir défendu une opinion ou manifesté pacifiquement et garantir une indemnisation aux victimes de détention arbitraire. Godwin Etier, une réaction par rapport à cette recommandation? Oui, alors, premier élément, c'est en tout cas, c'est bien que cet aspect soit soulevé dans les recommandations. C'est bien surtout pour nous, les ONG, qui ont passé ces 2 dernières années à insister sur la situation de ces personnes qui ont été arrêtées parce qu'ayant manifesté ou ayant voulu manifester ou considérées comme des potentiels manifestants. Donc, c'est une situation assez préoccupante et c'est bien que cela soit relevé dans les recommandations. Mais quand vous parlez de manifestation et d'expression, liberté de manifestation et d'expression ce dimanche, cela ne peut pas, on ne peut pas s'empêcher de penser à ce qui s'est passé cette semaine dans le pays et qui, comme vous l'avez dit dans l'introduction, constitue un sujet, je ne veux pas dire d'amertume. Nous en parlerons sans doute d'ici la fin de l'émission, mais je voudrais quand même qu'on puisse... Mais sur cette recommandation, on n'avait pas besoin de nous faire cette recommandation si nous sommes conséquents envers nous-mêmes. Nous avons voté une loi où nous permettons aux gens de manifester. On crée des casseurs. Je me souviens qu'il y avait des lois anti-casseurs dans ce pays. Il y a une loi qui n'est pas dissuète, qui n'est pas tombée dans la caducité. Si il est avéré que les gens ont cassé, ont porté atteinte au bien public, il y a une loi appropriée pour les poursuivre. Mais quand la personne a manifesté le besoin d'organiser une manifestation pacifique, on va revenir là-dessus, et qu'on l'arrête, mais on le prive de droit fondamental. Oui, est-ce que c'est le cas de Sativi, par exemple? Sativi, comme c'est quelqu'un qui a été jugé, qui a été condamné, je respecte l'autorité de ce jugé, même si la décision telle qu'elle a été rendue, enfin, dans les conditions dans lesquelles le procès a été conduit, ne me paraissait pas répondre à la vision que j'ai de la justice. À partir du moment où il a été jugé, qu'il y a autorité de ce jugé, je ne me prononce pas beaucoup. Par contre, je me dis qu'on n'aurait pas dû arrêter ni condamner Sativi. Ce n'est pas bien pour nous, pour notre pays.
Et j'ai l'habitude, on reviendra là-dessus, j'ai bien l'habitude de nous dire à mes amis, à ceux à qui j'ai le courage de parler, laissez les gens manifester. S'ils veulent manifester du 1er janvier au 31 décembre, laissez-les manifester. Si vous les arrêtez, c'est la preuve d'une faiblesse. Et c'est l'exposition de notre pays à la honte internationale. On nous met toujours en avant, on met le doigt. Et lorsque les choses se passaient au Bénin, les Béninois commençaient par dire que nous copions le Togo. Il ne faut pas que les gens nous copient. J'en ai fini pour le moment puisque nous allons revenir sur la manifestation. Oui, mais il y a aussi une tradition dans cette émission, c'est que je ne suis pas seul à vous poser des questions. Et c'est ça aussi la tradition ici. Nous venons de passer 45 minutes ensemble, les auditeurs vous ont longuement écouté et nous avons d'autres questions à vous poser ici, mais nous allons également leur permettre de vous poser les questions qu'ils ont chez eux à la maison. Et vous mettez vos casques. Je vais leur rappeler une nouvelle fois les deux numéros de l'émission, c'est 7210 43 09 70 et puis 96 50 34 37. Est-ce que nous avons les auditeurs déjà? On m'a dit qu'il n'y a pas encore d'auditeurs qui soient en ligne. Nous allons nous continuer par évoquer les recommandations. Il y a cette recommandation-là qui concerne les défenseurs des droits de l'homme. Finalement, il y a un auditeur qui est là, le premier. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, on vous appelle comment? Bonjour, monsieur Athénée. On vous appelle comment? Télé. Oui, votre question. Oui, bon, c'est concernant aussi la CPI que je voudrais poser la question à M. Athénée. Oui, allez-y. Oui, on a arrêté le président Gbagbo en tant que président d'exercice. On l'a pris pour aller amener à la Hollande. Maintenant, 8 ans après, on nous a dit que oui, on n'a rien trouvé, que oui, il est acquitté. Mais on l'a laissé en Europe qu'il ne doit pas revenir dans son pays. Quel est ce dossier-là qui se dit que M. Gbagbo ne doit pas arriver dans son pays pour être en liberté provisoire d'abord? Si la CPI a besoin encore de lui, il ne peut pas retourner. Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est concernant même la CPI, qui est une institution internationale et qui prend un président en exercice, qui va le juger et qui n'a rien trouvé. Est-ce que ce dossier-là n'est pas politique pour la CPI pour qu'il laisse M. Gbagbo en paix? Merci. Je voudrais d'abord vous dire que, contrairement à certaines institutions judiciaires de nos pays, lorsqu'on vous amène à la CPI, ce n'est pas que vous êtes appelé à être condamné. Vous n'êtes pas présumé être condamné. La CPI ne juge pas les gens pour les condamner systématiquement. La CPI est une juridiction indépendante qui juge les crimes à charge et à décharge. À preuve, nous avons des témoins à charge, des témoins à décharge. J'ai eu le privilège d'assister à plusieurs sessions de la CPI dans le dossier Gbagbo. Je peux vous dire que la procédure a été conduite de façon impartiale. Mais ceci dit, donc ça voudrait dire que ce n'est pas parce qu'on a amené Gbagbo à la CPI qu'il fallait à tout prix qu'il soit condamné. Ceci dit, comme je l'ai dit en début d'émission, les instances ou les institutions des Nations Unies sont parfois politisées ou répondent à un certain nombre de contingences politiques ou diplomatiques, comme l'a dit Godwin tout à l'heure. Et moi, le fait même d'avoir amené Gbagbo à la CPI du fait de la Côte d'Ivoire me dérangeait parce qu'on n'extradait pas son concitoyen. Mais la CPI devait bénéficier de la collaboration de l'État pour poursuivre les gens. Maintenant, pour le fait qu'il ne soit pas en Côte d'Ivoire, ça ne relève pas de la CPI, parce que ce n'est pas la CPI qui l'empêche de revenir, mais ça dépend d'abord de son pays, de manifester la volonté de l'accueillir en Côte d'Ivoire. Et on sait que si Gbagbo revient en Côte d'Ivoire, ça va changer fondamentalement l'échiquier politique et ça va créer d'autres situations. Et on sait qu'aujourd'hui, la situation n'est pas politiquement claire au niveau de la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas rajouter d'autres choses. Donc, si la Côte d'Ivoire, qui l'a extradé, manifeste le désir de le recevoir sur
la terre ivoirienne, je ne pense pas qu'on puisse refuser. Il suffit, et j'ai même rencontré l'avocat de Gbagbo à la CPI lors de notre dernière session, qui a également introduit une demande pour que Gbagbo puisse rejoindre la Côte d'Ivoire. Sauf que la Côte d'Ivoire doit pouvoir accepter de le prendre. Deuxième auditeur. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, allô? Allô. Oui, bonjour. Bonjour, M. Pierrot. C'est M. Kolani depuis Avoué. Oui, Kolani, comment vous allez? Je vous porte bien, mon frère. Ok, allez-y. Je salue nos invités. Et c'est vraiment déplorable que c'est l'État togolais qui va vers les Nations Unies ou là, et qu'on nous demande de fermer notre prison, et qu'on demande de cesser la torture au XXIe siècle. Les Togolais, qui torturent les Togolais. Vous avez fait l'émission, nous allons parler, nous allons dénoncer. Qu'est-ce que ça va dire? Oui, à tout en train de dire quelque chose, c'est les élections qui nous préoccupent. Oui, ça nous préoccupe. Moi, pour l'année qui vous parle, nous avons dit beaucoup de choses sur ces scènes. Nous avons dénoncé. Mais on est obligé de participer pour peut-être en politique, pour arriver à ce niveau, pour démystifier la politique, pour libérer nos concitoyens. Sinon, nous allons faire cette émission, nous allons dénoncer. Mais ceux qui nous dirigent là, est-ce qu'ils sont humains? Et c'est ça qu'on met l'humain au centre du développement. Mais ce n'est pas les sérieux qu'on va nous dire des choses encore au XXIe siècle, M. Atolo. Nous allons finir cette émission, oui. Finalement, qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement pour libérer nos concitoyens? C'est la question que nous allons nous poser à cet instant. Mais c'est un peu déplorable. Je n'ai pas de question à dire, mais ceux qui écoutent ces chaînes-là, et que les autres n'ont pas écouté, amenez-les à écouter et expliquez ça à nos parents dans leur langue maternelle. À ce 21e siècle, on peut vivre comme ça. Bien, merci Kolani pour votre intervention. Vous l'avez écouté. Mettre l'humain au centre des préoccupations des autorités du Togo, en réalité, c'est un peu le sens de son intervention. Oui. Et je crois que d'un point de vue purement humain, comme il a dit, c'est une question de volonté politique. Pour ne pas dire d'abord de bonne volonté. Parce que je me dis que quand on vous met à la tête d'une institution et quand vous êtes à la tête d'un État, vous avez un projet, vous avez des rêves pour le pays. Et vous n'avez pas forcément besoin que ces rêves ou bien ces projets-là soient validés par quelqu'un de l'extérieur. Mais comme on l'a dit, étant donné que nous connaissons les difficultés qui sont les nôtres, il va de soi qu'on soumette un peu l'État, bien que souverain, à ces exercices pour lui rappeler quelles sont ses obligations. C'est un constat qu'il a fait que je partage et pour lequel je crois que malheureusement nous n'avons pas encore de solution. Qu'est-ce qui va changer en réalité? Et c'est ça fondamentalement la question par la suite. Qu'est-ce qui va changer après ces recommandations? Je voudrais d'abord lui dire que à partir du moment où le Togo fait partie de la communauté internationale, est membre des Nations Unies, le Togo est obligé de se soumettre à cet exercice. Et donc, ce n'est pas l'extérieur qui juge le Togo, c'est nous-mêmes qui nous faisons juger en ne posant pas les actes adéquats au moment adéquat pour nos concitoyens. Et deuxièmement, nous ne pouvons pas chaque fois mettre en cause nos dirigeants sans que nous-mêmes nous mettions en cause. J'ai parlé des élections. Les élections, nous allons aux élections, c'est nous qui élisons nos députés, c'est nous qui élisons nos dirigeants. Si nous estimons que nos dirigeants ne se soucient pas des concitoyens, nous avons la solution pour le faire. Encore faut-il créer des conditions, des élections transparentes, justes, indépendantes dans notre pays. C'est tout un débat que nous pouvons faire, mais je partage son analyse et je déplore également que nous soyons toujours amenés à ce genre de choses. Allô? Nous avons le troisième auditeur qui est en ligne. Allô? Oui, allô? Est-ce qu'on l'a, le troisième auditeur? Il est reparti, le troisième auditeur. Il y a parmi les recommandations ce paragraphe, ou bien ce passage qui parle de veiller à ce que les enquêtes impartiales et effectives soient menées sans délai sur toute allégation d'usage excessif de la force, de torture et engager des poursuites colorées. C'est quelque chose que vous connaissez aussi. Vous avez déjà entendu. Mais bien sûr. C'est pour cela qu'ils avaient créé le CACIT, le collectif des associations pour lutter contre l'impunité au Togo. C'est pour cela que nous avions fait un certain nombre de recommandations au niveau de dans le rapport de notre commission, la Commission nationale des droits de l'homme dans le temps, sur les questions de torture. C'est pour cela que
le ministère des droits de l'homme existe, que la Commission nationale des droits de l'homme existe, que les organisations de la société civile fonctionnent. Mais il a utilisé un mot tout à l'heure, la bonne volonté politique. Parfois, il y a la volonté, mais elle n'est pas bonne à tous les coups. C'est ce qui manque. Parce que lorsque, j'ai vu ça dans votre protocole, lorsque la police va arrêter des braqueurs et qu'il y a mort d'homme, systématiquement, le ministère public ouvre une enquête et situe les responsabilités. En France, il y a la police des polices qui fait l'enquête pour voir si la police n'a pas outrepassé ses droits et n'est pas allée au-delà de ce qui est prévu. Donc nous attendons que sur la question des braqueurs qui ont été tués, que nous ayons la réponse à cette question par l'ouverture d'une enquête et de situer les responsabilités. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Merci, je vais le faire. Oui, on vous appelle comment? Je m'appelle Bellamy. Je vous appelle de l'Exacito. Mais allez-y. Bon, en fait, je voudrais poser une petite question à notre invité. Ils sont deux en réalité. Ils sont deux. En fait, bon, si les deux sont venus au nom de la CPI, donc la question les concerne tous les deux. Bon, de ma jeune observation et de la scène politique internationale juridique, j'ai l'impression qu'il n'y a que les affaires que ceux qui se sont autoproclamés communauté internationale ont porté à la CPI qui sont jugés. Donc, par rapport à cela, j'aimerais savoir qui est habilité à porter une affaire à la CPI. Est-ce que toutes les affaires portées à la CPI par n'importe quelle personne, si recevable, sont traitées? Est-ce que ces affaires-là sont autant médiatisées que les affaires portées par l'autoproclamée communauté internationale? De deux, est-ce que la CPI dispose de moyens de faire comparaître quelqu'un qui est accusé par n'importe quel moyen? La personne est peut-être dans son pays. Est-ce que la CPI dispose des moyens pour l'amener à se présenter, pour être jugé? Merci beaucoup. Bon, je crois qu'il faut demander à votre auditeur de m'appeler parce que c'est toute une leçon de procédure que je vais être obligé de lui faire. À votre auditeur de m'appeler et de me permettre de lui donner les réponses appropriées pour qu'il puisse partager à son groupe, WhatsApp et tout ça pour que tout le monde sache. Par contre, si vous voulez faire une émission sur l'efficacité, la réalité de la CPI, vous pouvez me réinviter en 1 heure, on va en débattre. Je crois que c'est bon pour les autres auditeurs. Bien, merci. Je crois que l'auditeur, il a compris. Il est déjà parti, il n'est même plus en ligne. Est-ce que nous avons quelqu'un derrière notre ami de l'Exacito? Je vais continuer avec les recommandations pour terminer. On dit garantir la protection des opposants politiques, des défenseurs des droits de l'homme et des autres représentants de la société civile. Ça aussi, c'est classique. Oui, c'est classique. J'ai été le point focal des défenseurs des droits de l'homme au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme pendant 2 ans. Et je crois que ce sont les mêmes recommandations que nous avons faites pour qu'on puisse protéger. Vous savez, aujourd'hui, on n'arrête plus les défenseurs des droits de l'homme. On ne les tape plus. Mais on a d'autres moyens de coercition contre eux. Soit vous avez un emploi, vous perdez cet emploi, soit vous êtes rétrogradé, soit vous êtes dans le secteur indépendant, libéral, où on vous envoie les impôts ou les affaires sociales, où on trouve la petite bête. Il y a d'autres moyens. Je crois que cette recommandation-là, nous gagnerons à la mettre en avant au niveau des défenseurs de la société civile pour faire une proposition à l'État et faire un opus de toutes les brimades que connaissent les défenseurs des droits de l'homme et les opposants politiques et mettre ça en avant. Je crois qu'il faut que les défenseurs des droits de l'homme se saisissent de cette recommandation. On va en parler au niveau du panel pour que nous organisions un séminaire pour voir ce que nous pouvons faire afin que cette recommandation puisse être suivie d'effet. Et si je peux faire juste un petit... Un peu plus fort, s'il vous plaît. Voilà, un petit commentaire sur la question des défenseurs. C'est comme Maître Atola dit, oui, il faut déjà commencer par renforcer ou bien doter le pays d'une loi qui protège expressement les défenseurs. Je sais,
que le processus est lancé au niveau des autorités, mais en termes d'alerte, il y a une tendance au niveau de la sous-région aujourd'hui ou au niveau des autres pays où on veut faire le distinguo entre le défenseur des droits de l'homme et ceux qu'on appelle souvent les activistes. Or, quand vous prenez la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l'homme, 1998, on peut être défenseur des droits de l'homme, soit en travaillant dans une organisation, donc collectivement, mais aussi individuellement. Donc aujourd'hui, oui, il faut qu'une loi protégeant les défenseurs des droits de l'homme soit adoptée dans notre pays, mais il faut un suivi assez sérieux pour que cette loi-là ne soit pas au contraire une loi qui les expose plus qu'elle ne les protège. Allô? Allô, Bonjour. bonjour Monsieur Pierrot. Oui, Kokou, votre question? Je dis bonjour à nos invités. Mais il vous écoute. Bon, je voudrais Bonjour, poser bonjour, quelques oui. questions. Premièrement, je voudrais demander à nos invités, comme ils sont des défenseurs des droits de l'homme, je voudrais savoir aujourd'hui, et plus précisément à l'autre qui a participé à l'examen, lorsque on assiste à des examens périodiques de présentation de rapports, et que l'institution devant laquelle on présente ces rapports n'a pas de structure de mesures coexistantes à l'envers des pays auxquels il dresse des recommandations. Lorsque ces pays comment est-ce que je voulais dire? Non, mais en fait, vous voulez... Ne mettent pas en œuvre. Non, mais en fait, ne respecte pas, ne met pas en œuvre ces recommandations. Est-ce que l'institution aussi n'a pas des mesures coexistantes? Est-ce que là, il ne voit pas qu'on est dans quelque chose de théâtralisation comme l'un d'eux avait pensé? Secondo, concernant le ministère des droits de l'homme de notre pays, lorsque on a une personne, la personne qui dirige notre ministère des droits de l'homme aujourd'hui, lorsque cette personne demande à des gens qui veulent avoir le pouvoir dans le pays, qu'ils aillent chercher des armes pour avoir ce pouvoir-là. Cette personne qui est à la tête de notre ministère de défense des droits de l'homme, est-ce que la personne-là est la personne qui est mieux à rester à la tête de ce ministère? Et pour terminer, concernant le vote de la loi de modification de la loi Bojona, qu'on appelle communément la loi Bojona, on a restitué la loi de manifestation. Eux, en tant que défenseurs des droits de l'homme, est-ce qu'ils ont pu, je sais qu'avant qu'une loi n'atterrisse sur la table de l'Assemblée nationale, ça doit être adopté en Conseil des ministres. Or, je ne sais à quel moment où le gouvernement togolais a adopté cette modification de loi qui a atterri à la table de l'Assemblée, qui a voté à l'unanimité cette loi de modification. Or, on sait que le mot modification même, dans son sens propre, modifier veut dire faire la chose de manière à aller de l'avant. Non pas pour le fait de retourner en arrière, mais on a vu que cette modification permet de retourner en arrière. Eux qui sont des défenseurs des droits de l'homme. Bien, merci. On a compris votre intervention, cher ami Kokou. Les interventions ont porté notamment sur les modifications qui ont été apportées cette semaine par l'Assemblée nationale à la loi dite Bojona, la loi sur les manifestations publiques pacifiques. Qui veut réagir là-dessus? Oui, je crois que chaque fois qu'un gouvernement ou un pouvoir en place change une loi, c'est que, surtout sur les libertés publiques, c'est qu'il est dérangé. Et ça le dérange, l'exercice, la jouissance de cette liberté le dérange. Or, nous avons entendu dans ce pays, comme on a dit, qu'ils peuvent marcher jusqu'à ce que leurs pieds s'usent, ça ne nous pose pas de problème. C'est déjà la première analyse qu'il faut faire. Parce qu'une loi qui a été mise en application, qui n'a pas souffert de grandes crises en tant que telle, qu'on puisse la modifier. Et l'auditeur a mis en place, a également rappelé le processus législatif, qu'on puisse la modifier comme ça prouve que les manifestations, l'exercice et la jouissance de droit de manifestation a dérangé
les gens dans notre pays. Maintenant, le commentaire que j'ai à faire, c'est un recul. On n'avait pas besoin de changer cette loi. Elle n'était pas aussi libertaire, ni liberticide. Il suffisait de faire en sorte, je crois que Godwin a suffisamment d'expertise sur ce que nous appelons la manifestation pacifique. Toute la manifestation là était à la limite pacifique. C'est les contre-manifestations ou les interventions de la police ou des forces de l'ordre qui les avaient transformées en manifestations violentes. Donc je crois que on a beaucoup de questions à se poser sur la nouvelle législation en matière de manifestation. C'est également un sujet de préoccupation qui va revenir lorsque nous allons passer à l'examen périodique universel. On y reviendra inévitablement et on a l'impression que nous aimons à nous faire tenser par la communauté internationale. Sur les modifications. Oui, et je crois que le premier élément, c'est de s'interroger sur l'opportunité même de cette modification. Parce que une très petite analyse, vous voyez que surtout après les événements de 2017, où cette loi-là est revenue dans plusieurs débats, ou bien la question de la liberté de manifestation est revenue dans plusieurs débats, nous avons soulevé un certain nombre de préoccupations par rapport à l'effectivité de cette liberté. Et aujourd'hui, quand je repassais un peu en revue les éléments qu'on a soulevés, le constat c'est que, en réalité, nos sujets de préoccupation ne portaient pas directement sur le texte de la loi. Même si cette loi n'était pas parfaite, les sujets de préoccupation portaient plutôt sur la mauvaise application. Par exemple, les interdictions d'ordre général et absolu, la répression quasi systématique des manifestations, l'intervention des militaires sur les lieux de manifestation, etc. Donc, une action, si le gouvernement devait mener une action, nous, on s'attendait plutôt à des mesures qui permettent de conformer l'action des autorités administratives à ce que dit la loi. Mais on a constaté qu'on a plutôt frappé du côté de la loi. Et maintenant, sur les modifications, quand vous faites un peu une lecture de cette nouvelle disposition, vous verrez que, comme Maître Atola dit, on a reculé de 10 ans au moins. Et c'est vraiment triste. J'ai juste constaté que les raisons qui ont été mises en avant, c'est d'abord la question de la sécurité nationale et ensuite la question de la protection des droits des tiers. Mais il faut aussi rappeler à nos autorités qu'ils ont pris un certain nombre d'engagements à l'international. Et nos tests à l'interne ont cette obligation de se conformer aux standards régionaux et internationaux. Et justement, je ne sais pas si on a le temps, mais si on fait l'inventaire de tous les tests internationaux et régionaux portant sur la question de la liberté de manifestation, on ne voit pas d'issue ou bien on ne voit pas d'autres phrases qu'on pourrait utiliser si ce n'est de dire que cette modification constitue un vrai recul pour la liberté de manifestation. Sur la première question, c'est un aspect que vous aviez abordé un peu au début de cette émission. Les mécanismes des Nations Unies ne disposent pas de moyens coercitifs vis-à-vis des États. C'est pourquoi vous aviez parlé de théâtralisation. Mais il y a une question de l'auditeur, je ne sais pas si c'est une question qui va vous intéresser. Il parle de la personne du ministre Trimois qui dirige les droits de l'homme. Trimois, c'est d'abord un confrère. Il était en stage en qualité d'avocat avant de retourner au gouvernement. C'est un confrère. Et vous savez qu'on ne prend pas à l'ordre au barreau des gens qui sont de petite moralité ou n'ont pas de probité. Et donc, mais malheureusement, c'est un confrère qui s'est politisé, qui s'est marqué par ses positions politiques. Et la phrase que cite l'auditeur, c'est la posture d'un homme politique qui, à un moment donné de notre pays, face à l'actualité, a dû sortir cette phrase malheureuse. Dans un état de droit, on ne conquiert pas le pouvoir par les armes. Et c'est regrettable, mais c'était des propos politiques. On en a entendu mieux. Donc, mais ça n'empêche pas, et d'ailleurs, il a un poste politique. D'ailleurs, pourquoi ce n'est pas Pierrot qu'on a nommé au ministère des droits de l'homme que c'est lui? Parce qu'il répond à la politique du moment, aux besoins du pouvoir d'avoir quelqu'un qui pouvait sortir ces genres de phrases pour se faire entendre. Donc,
Moi, je ne veux pas faire de commentaire de personne, mais il est à sa place parce qu'il veut être politique. On a compris depuis la sortie ou la publication de ces recommandations, je ne sais pas si vous avez entendu, déjà les officiels réagissent à propos. Vous en avez entendu ? Non. Pas encore. Non. Mais avant ces recommandations, il y a eu quand même la communication du ministre des Droits de l'Homme en Conseil des ministres. Je vous cite un extrait. Le gouvernement a également saisi l'occasion de désapprouver certaines manœuvres tendant à discréditer l'action et les réformes conduites par le gouvernement et d'adopter des preuves pour contester l'inexactitude de certaines allégations formulées. Une réaction à cet extrait ? Bon, vous savez, je l'ai dit, c'est des politiques. Mais un gouvernement accepte rarement avoir fauté. Mais je rappelle à nos auditeurs que la France également passe devant ce comité et a eu des recommandations assez solides en matière de détention, en matière de transfèrement des étrangers et tout ça. Donc, c'est le jeu politique. Et lorsque un gouvernement a acculé, il sort des communiqués pour pouvoir décrédibiliser tout ce que l'on fait pour l'acculer. Donc, c'est des postures politiques. On ne pouvait pas faire autrement. Et puis un petit commentaire. Je crois aussi que actuellement les choses ont évolué, et surtout sur ces questions, quand on estime que des déclarations erronées ou diffamatoires aient été portées, la manière la plus simple de répondre, c'est d'apporter donc la version qui est la vraie. Et donc il est important aussi que souvent, quand il y a de ces cas d'espèce, qu'on apporte la version qui est la vraie et qui permet de situer. Est-ce que c'est pas ce que dit le communiqué ? En réalité, non, en fait, le communiqué répond à une allégation par une autre allégation, sans pouvoir apporter la preuve contraire. Lorsque, de manière scientifique, vous voulez démentir une allégation, c'est de rapporter la preuve concrète, la preuve solide. Ce n'est pas dans les déclarations qu'on prouve quand on est un gouvernement qu'on respecte. Ce n'est pas dans les déclarations qu'on dénie ou qu'on décrédibilise des allégations. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde ouvert. Tous les actes que nous posons sont sûrs de tout le monde. Les gens à l'extérieur savent ce que nous faisons. Il y avait des satellites, il y a un certain nombre de choses qui se font dans notre pays. Les gens contre qui on pose les actes ont la possibilité de les transcrire par WhatsApp, par téléphone. Il suffit que l'on fasse une confrontation pour voir éclater la vérité. Lorsque, par exemple, on a arrêté Ouro, qu'on l'a mis en prison pendant des mois, et qu'on dise, Ouro dit que je n'ai jamais été, j'ai été torturé, on dit que tu n'as jamais été torturé, il suffit de mettre les gens ensemble, il va apporter la preuve. Ce n'est pas dans les communiqués que nous allons régler les problèmes des droits de l'homme dans notre pays, c'est dans les faits. Bien. Dans la concrétisation des faits. Bien, merci. Allô? Ah oui, bonjour. Allô, bonjour. Oui, votre nom? Javagos. Oui, Javagos, comment vous allez? Salut, notre invité. Il paraît que depuis 1990, le Togo a commencé sa lutte. Mais réellement, je voudrais savoir qu'est-ce qu'on défend dans ce pays. Parce qu'un ministre qui a une fois dit à la population de prendre des armes pour avoir l'alternance. Aujourd'hui, ce ministre est parti défendre son gouvernement. Et on parle de décrets ou bien de recommandations. Bon, combien de fois le Togo, ce gouvernement a eu de recommandations? Est-ce qu'il a une fois respecté ça? Et s'il ne l'a pas respecté, ceux qui ont donné des recommandations, ils disent quoi? Je voudrais savoir. Bien, merci, Javagos. C'est une question qui t'est déjà passée. Je ne sais pas si vous voulez rappeler à Javagos, peut-être qu'il n'a pas suivi le début. Comme je l'ai dit, on a dit au début de l'émission, les Nations Unies ne disposent pas de moyens coercitifs pour mettre un président ou un ministre en prison parce qu'on n'a pas respecté les recommandations. Les seuls moyens que nous avons, c'est des contraintes diplomatiques, des mises à l'écart, la honte internationale, la privation de visa, un certain nombre de choses, la fermeture des comptes de certains dirigeants de ces pays. Mais ce sont des situations graduelles. On n'y vient pas tout simplement parce qu'on a fait des recommandations à l'État, il n'a pas respecté.
Vous savez que en RDC, on a distingué, on a nommé des gens qui sont interdits de visa. On a gelé leurs comptes dans certains pays. C'est ce qui arrive. Mais on ne peut pas prendre l'ensemble des dirigeants pour les mettre en prison, pour leur interdire de voyager, pour faire un certain nombre de choses. C'est assez graduel. Mais les Nations Unies sont, au niveau de leurs experts, sont conscients qu'il y a du travail à faire au niveau des pays. En même temps, il faut reconnaître, comme il a dit, c'est un processus diplomatique. Quand on parle de diplomatie, c'est qu'on ménage les susceptibilités. Parce qu'il ne faut pas en même temps anéantir les efforts de l'État. On a dit que le Togo a fait des efforts en matière de législation, en matière pénale et tout ça. On ne va pas anéantir les efforts de l'État. On ne va pas priver les populations du minimum de l'aide ou de partenariat dont elles peuvent disposer. Par exemple, à Genève, on a parlé de la nouvelle prison de Paris, mais qui serait en réalité le fruit adéquate. Oui. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est monsieur? Commis. Oui, commis. Bonjour à nos invités. Moi, simplement, à mon humble avis, il me semble que tout rime à un jeu d'enfant. Je ne pense pas que pour torturer, on peut torturer avec la main de telle manière que la personne ait des souffrances pour des années, ou bien pour tuer. Je sais que les gens peuvent tuer avec la main, mais souvent on utilise des armes, des armements fabriqués par les Blancs. Si vraiment ces Blancs nous aident dans le droit de l'homme, est-ce qu'ils essayent que ces Blancs-là vendent les fusils, les armes à nos présidents et notre armée pour nous tuer, ou bien à ces Blancs-là de refuser de vendre ces équipements à nos présidents pour ne pas nous tuer, ou bien c'est dans l'utilisation qu'on ne leur dise pas allez utiliser comme ceci, et eux à leur tour font autre chose. Est-ce que tout ne rime pas à un jeu? Maintenant, au niveau des sociétés civiles, il semblerait que les rapports que vous avez présentés à l'extérieur contenaient des failles que le gouvernement utilise pour s'en sortir aisément. Est-ce que cela a été le cas? Si vrai, où sont les failles là? Merci. Bien, merci. Moi, je vais reprendre la première partie. Godin reprendra la seconde partie. En fait, monsieur, la boisson est interdite. Mais quand vous allez dans un bar pour boire la boisson, on vous la vendra. Les armes sont interdites dans beaucoup de pays, mais l'homme d'affaires qui fabrique les armes, qui vend les armes, ne refusera pas de vous les vendre. Ce sont les États qui demandent à acheter les armes. Comme tout produit, on peut aller acheter les armes si on en fait la demande. La question, c'est de savoir si il faut chaque fois culpabiliser l'extérieur, culpabiliser le blanc, culpabiliser l'autre. Est-ce que la faute ne provient pas par rapport de nous-mêmes qui allons acheter les armes alors qu'on sait que l'argent qu'on utilise pour acheter les armes peut être utilisé à améliorer les conditions de vie des concitoyens? La question se pose en ces termes-là. Je pense qu'il faut aujourd'hui arrêter de culpabiliser tout le temps et à 100% l'étranger, ceux qui sont de l'autre côté, qui nous regardent. Et le monde a tellement de problèmes, les autres ont tellement de problèmes qu'ils n'ont plus à s'occuper des problèmes de nous, les Africains. Il faut que nous-mêmes, nous prenions conscience de ce que nous pouvons faire de nos pays et de nos populations. La deuxième partie de la question sur les rapports. Sur les rapports. On parle des failles. Alors, en ce qui concerne au niveau des rapports alternatifs. En ce qui concerne les rapports, je voulais j'aurais peut-être besoin après de plus de précisions sur lequel des rapports est mis en cause ici. Mais ce qu'il faut dire, c'est que même quand vous voulez soumettre un rapport, d'abord on vous pose la question, voulez-vous que votre rapport soit rendu public ou voulez-vous le soumettre dans l'anonymat? Ce qui fait qu'à ce jour, je ne peux pas vous dire avec exactitude combien de rapports ont été envoyés. Mais pour ce qui nous concerne, notre rapport est aujourd'hui disponible sur le site au même moment que le rapport d'autres organisations comme le CACIT. Ces rapports, vous pouvez les consulter, vous en saurez vous-même si ces rapports ne traduisent pas la réalité. Mais s'il y a d'autres failles, à ma connaissance, il n'y a pas de failles. Ces rapports ont traduit la réalité. Et moi, je suis quand même disposé à écouter
plus notre auditeur, peut-être après l'émission, pour savoir exactement de quelle faille on est en train de parler. Maître, vous n'avez pas voulu réagir sur cet aspect de la question, mais quand même, c'est des commentaires qu'on a écoutés depuis quelque temps et qui coulent les rues. Est-ce que les ONG, dans leur rapport, ont obligation de mettre à mal, je ne sais pas si c'est ça l'objectif, de mettre à mal systématiquement le gouvernement? Je ne sais pas si c'est ça aussi l'objectif. Le but du rapport alternatif, ce n'est pas de mettre à mal le gouvernement, c'est de compléter certaines informations, de les préciser ou de faire en sorte que la réalité de ces faits apparaisse. Parce que le gouvernement, vous savez, c'est un outil politique. Nous, on est un outil associatif, donc on pouvait se compléter. Et la complémentarité ne signifie pas, à mon avis, l'adhésion aveugle au rapport du gouvernement. Sinon, la manœuvre n'aura pas de sens. Et ce serait inutile que le rapport alternatif puisse être accepté si c'est pour corroborer totalement, mot à mot, le contenu du rapport du gouvernement. Mais en d'autres situations, lorsque les faits sont avérés qu'il y a de véritables points de contradiction, eh bien, les organisations de la société civile sont obligées d'apporter des preuves et de dire que le gouvernement, sur cet aspect, ne rend pas compte de la réalité. Ou d'un autre côté, le gouvernement, disposant des moyens, peut dire, mais écoutez, en matière du droit pénal, j'ai déjà un code pénal qu'il brandit, alors que, par exemple, la société civile dit qu'on n'a pas encore de code pénal approprié, il le brandit. C'est un peu comme si l'histoire des... Inclusif, c'est un processus inclusif. Sur l'histoire des plaintes qui n'auraient pas été déposées et qui finalement, on s'est rendu compte qu'il y a des plaintes. Des plaintes ont été déposées. Maintenant, qu'est-ce que vous attendez sincèrement du gouvernement togolais? Parce que, oui, vous avez parlé de théâtralisation, certains ont même parlé d'hypocrisie. Les recommandations sont là et qu'est-ce que vous attendez des autorités togolaises? Puisque le prochain passage, c'est en 2023. Oui, en 2023, mais il faut savoir déjà qu'il y a certaines recommandations qui sont appelées prioritaires. Et donc, on a donné jusqu'en 2020, donc un délai d'un an au gouvernement pour mettre en œuvre ces recommandations qui sont jugées prioritaires. Mais de façon générale, je crois qu'on l'a dit, ce qu'on attend, c'est du concret. Vous voyez, c'est du concret. Sinon, de la littérature pour justifier quelle mesure a été prise, quelle mesure est en cours et qui sera concrétisée dans X nombre d'années, on en voit tout le temps. Et souvent, ce que nous n'avons pas peut-être eu l'occasion de dire au cours de cette réunion, c'est qu'il y a plusieurs échanges de correspondance, donc de suivi qui est fait par les membres du comité. D'ici un an, on va demander au gouvernement qu'est-ce qui a été fait et il va donc devoir envoyer des informations. Il y a plusieurs échanges, mais c'est beaucoup de littérature et ce qu'on attend, c'est que lorsque d'ici un an, d'ici 2 ans, 3 ans, donc à mi-parcours, on essaie de faire une évaluation, qu'on sente qu'il y a vraiment du concret et que ce n'est pas du saupoudrage pour donner l'impression que, nous sommes un bon élève à l'international. Oui, je voudrais d'abord, par exemple, vous dire que lorsque nous avons ratifié le protocole additionnel facultatif à la Convention contre la torture pour mettre le mécanisme, le texte dit que lorsque vous ratifiez, vous avez l'obligation dans un an de mettre le mécanisme. On a mis des années pour mettre le mécanisme. C'est que nous n'anticipons pas un certain nombre de choses. Nous savons que dans un an, nous devons répondre des recommandations urgentes. Et je l'ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas peut-être compris, il faut mettre en place une structure indépendante du suivi de la mise en œuvre de ces recommandations. Les sortir de toutes les institutions qui ont été marquées par leur manque d'indépendance du fait de tenir des moyens et tout ça. Ou alors on peut prendre le centre pour jouer ce rôle qui va bénéficier de l'appui de la communauté internationale, de ses partenaires habituels, ou alors on met en place au niveau du panel un projet qui fait le suivi et qui rappelle à tout moment au gouvernement que nous avons dans un an l'obligation de faire ce rapport. Deuxièmement, il a dit, il faut sortir de
des incantations et des slogans habituels, parce que quand vous suivez les réponses des gouvernements à travers les communiqués et autres, c'est toujours le même, c'est le fait de décrédibiliser la société civile, de nier la réalité des faits et de dire, mais écoutez, on passe à autre chose, le train de l'émergence avance. Le train de l'émergence ne peut pas avancer si les gens continuent pas à souffrir dans leur chair. Si dans la locomotive, il y a des gens qui grincent les dents. Le train de l'émergence ne peut pas avancer si la réalité des droits de l'homme à Lomé est différente de la réalité des droits de l'homme à Sokodé, à Dapan, à Kara. Le train de l'émergence ne peut pas avancer dans un pays où les prisons sont surpeuplées et on ne peut pas fermer les yeux dessus. Le train de l'émergence ne peut pas avancer lorsque, pour une question de terrain, on emprisonne les gens. Lorsque les gens veulent manifester pour dire que le niveau de vie est élevé, les frais d'électricité sont élevés, les frais de tout sont... Et qu'on interdise aux gens de manifester, le train de l'émergence ne peut pas avancer. Le train de l'émergence ne peut pas avancer si le gouvernement n'est pas conséquent avec lui-même. Le discours doit laisser place aux actions. Et peut-être un petit commentaire. Oui, rapide. Oui, il faut savoir que les droits de l'homme, ce sont des notions qui sont interconnectées. Et j'ai l'impression que des fois, là, on vient de les amener contre la torture. On met les recommandations dans le dossier torture. Mais ces mêmes questions dont on parle ici, il faut les voir dans les autres droits. Ça va revenir dans le pays. Donc, c'est un travail vraiment coordonné. Hein, et il faut harmoniser ce suivi-là pour qu'en répondant à ces recommandations, on soit en train de mettre en œuvre les recommandations des autres comités aussi. Nous allons dire quelques mots quand même de l'actualité liée au braquage dans notre pays, puisque c'est ça aussi l'actualité. Et de plus en plus, on parle de braquage, mais ces derniers jours, ce qui est mis en avant, c'est les dernières interventions de la police sur 2 individus et sur cette intervention-là, la CNDH et puis la direction de la police judiciaire sont intervenus dans ce dossier. Quel commentaire suscite chez vous ce développement un peu surprenant de cette actualité, maître? Il faut d'abord se poser la question de savoir pourquoi les braquages ont repris avec autant d'acuité dans notre pays. Il faut d'abord se poser la question. Parce que les gens vont chercher leur survie dans le crime lorsque ils ne trouvent pas la solution dans l'apaisement. Lorsque le pouvoir public n'offre pas aux citoyens d'avoir... Il y a des gens qui ont le gène du crime. Mais vous constaterez que depuis ces 5 dernières années, on n'a pas eu autant de braquages qu'on en a eu cette année. C'est qu'il y a un malaise existentiel dans notre pays qu'il ne faut pas perdre de vue. Je ne justifie pas les braquages. Je les explique. Mais on ne peut pas tolérer que des gens prennent des armes pour aller voler les concitoyens, les tuer, les amputer ou détruire leurs biens. C'est inconcevable dans un pays, quel que soit le pays. On ne peut pas accepter cela. Donc il y a 3 échelles de raisonnement à faire. Il faut expliquer les braquages, pourquoi ça revient. Parce que les braqueurs ne viennent pas seulement du Togo, ils viennent également d'ailleurs. À quoi cela est dû? Il faut maintenant les dénoncer. Parce que rien ne justifie cela. Et il faut que la police fasse son travail pour éviter que la population ne règle les comptes à ces gens-là. Il est arrivé des situations où nous avons été obligés de monter au créneau pour dire aux populations de ne pas brûler les voleurs, de ne pas se faire justice. Mais ça va arriver parce que lorsque vous arrivez dans ma maison, que j'arrive à mettre la main sur vous, je peux vous brûler. Par contre, lorsque la police est appelée à poursuivre ces braqueurs et qu'il y a des instances du CIR, eh bien, et qu'il y a mort d'homme, je l'ai dit tout à l'heure, il faut que la justice prenne ses droits, situe les responsabilités et voit la proportion qu'il y a entre la légitime défense et la réaction face aux effets de ce braquage-là. C'est du travail que nous voulons faire, qu'on doit faire ensemble avec la Commission nationale des droits de l'homme, à commencer avec la police,
avec les organisations de défense des droits de l'homme pour qu'on mette en place une synergie pour répondre, trouver les solutions aux problèmes de braquage et en même temps insister sur le fait que la police ne doit pas, parce qu'elle est contrainte, elle est face à une certaine autre situation, ne doit pas attenter à la vie des gens. Merci maître, c'est votre conclusion qui sera la conclusion de cette émission. Merci à Godwin Etche, il est le directeur exécutif du CFCDH. Merci d'être venu pour la première fois ici. Merci également à maître Ato Mensa, avocat au barreau du Togo, inscrit à la CPI et coordonnateur de Panel Watch. Cette émission, elle s'achève, elle sera rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Merci à Romaric Freitas d'être resté à la technique. Moi, je suis Pierrot Atiogbe. Au revoir.